Chers collègues formateurs, alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et suite au dernier tutoriel que j'ai fait il y a 2 semaines sur le logiciel Zoom, eh bien j'ai eu beaucoup de questions. Et une des questions était, y a-t-il une alternative à Zoom? Et effectivement, je vais vous en présenter une aujourd'hui et je vais également vous faire un tutoriel qui sera dans la prochaine vidéo. Et deuxième question, est-ce que Zoom respecte les RGPD? Alors, il y a eu une polémique ces derniers temps qui nous a montré qu'effectivement, il y a eu quelques problèmes de respect des RGPD avec Zoom. Et on va en parler aujourd'hui. Je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et où on en est aujourd'hui. Et puis, eh bien, du coup, cette polémique n'intéresse pas seulement le logiciel Zoom, mais tous les logiciels de vidéoconférence qu'on pourrait utiliser pour nos classes. Donc, je vais vous présenter un petit peu les recherches que j'ai faites sur ce sujet et je vais vous parler des différents logiciels de vidéoconférence et on va étudier ensemble la façon dont ils traitent les données personnelles. Parce que les RGPD, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Règlement général sur la protection des données. Voilà, on devrait d'ailleurs dire le RGPD et pas les RGPD. Voilà, donc le Règlement général sur la protection des données, vous avez la page Wikipédia qui comporte beaucoup d'informations pas très utiles pour notre sujet. En fait, c'est simplement une définition de ce que c'est que le Règlement général sur la protection des données qui a été établi par l'Union européenne. Donc, si vous voulez entrer dans les détails et voir un petit peu quels sont les différents articles de cette loi, eh bien, vous pouvez regarder la page Wikipédia. Alors moi, là, j'avais simplement souligné que le règlement de la RGPD, ou du RGPD du coup, s'applique aux entreprises établies en dehors de l'Union européenne qui traitent les données relatives aux activités des organismes de l'Union européenne. Oui, parce que le RGPD a été créé par l'Union européenne, pour l'Union européenne, et également pour toutes les entreprises qui ne sont pas européennes, mais qui traitent avec des clients de l'Union européenne. Donc là, c'est exactement notre cas aujourd'hui, puisque Zoom et puis les autres logiciels que je vais vous présenter sont des logiciels qui sont en grande majorité des logiciels américains. Donc il y a des lois qui obligent les États-Unis, s'ils veulent traiter avec l'Union européenne, de respecter le RGPD. C'est pour ça que Zoom, Skype et les autres logiciels que je vais vous présenter se doivent de les respecter. On verra dans quelle mesure ils les respectent ou pas. Bon, alors moi je ne suis pas légiste, je n'ai jamais fait de droit, j'ai simplement fait des recherches sur le web et je vais vous les présenter et puis vous pourrez également me donner votre opinion et ça m'intéresse de savoir quelles conclusions vous allez tirer de ce que je vais vous montrer et si vous avez également trouvé d'autres sources intéressantes, eh bien n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais vous donner toutes mes sources et puis je mettrai tous les liens que je vais vous montrer aujourd'hui, bien sûr dans la description de la vidéo, si vous voulez les regarder avec plus d'attention. Voilà, donc là on continue, je suis plus petite pour que vous puissiez bien lire. On est sur les articles de loi du RGPD. Alors vous voyez, c'est extrêmement long. Vous pouvez le consulter si ça vous intéresse. Vous avez le menu ici. Moi, j'ai simplement... Alors, je voulais juste vous montrer qu'il existait si vous voulez le lire. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Et autrement, moi, j'ai souligné simplement... Lorsqu'il a l'intention d'effectuer un traitement ultérieur des données à caractère personnel pour une finalité autre que celle pour laquelle les données à caractère personnel ont été obtenues, le responsable du traitement fournit au préalable à la personne concernée des informations au sujet de cette autre finalité et toute autre information pertinente visée au paragraphe 2. Voilà, en gros, ça veut dire que si votre logiciel de vidéoconférence veut vendre vos datas à un autre parti, eh bien, il est obligé de vous en informer, voilà, au préalable, et vous pouvez refuser que ces données soient envoyées à cette autre entité. Voilà, donc ce texte est un petit peu long, j'ai trouvé un petit résumé très sympathique sur le site web, alors je vais vous donner la référence, c'est le site web Phone Android.
RGPD tout savoir en 9 questions sur le nouveau règlement sur la protection des données. Donc c'est un article qui date de 2018. Je l'ai sélectionné parce qu'il y a une phrase intéressante qui résume le RGPD. Qu'est-ce que ça change pour les internautes européens? Eh bien, les entreprises doivent désormais minimiser les données collectées, ça c'est important. Aujourd'hui, ils peuvent collecter beaucoup moins de données que dans le passé, en théorie. Ce qui veut dire que moins de données sur vous seront récupérées. Dès qu'une donnée personnelle est collectée, l'internaute devra par ailleurs donner son consentement explicite. Des mentions légales doivent expliquer la raison de cette collecte, comment ces données seront utilisées et pendant combien de temps elles seront conservées. Voilà, donc c'est un petit peu ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'article de loi. Ici, c'est expliqué de manière plus accessible et plus concrète. Voilà, donc le RGPD résumé en 5 lignes. Maintenant, on va aller voir au niveau de nos logiciels, ce qu'on utilise, nous, pour la vidéoconférence. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le RGPD? Alors, j'ai sélectionné cet article qui date d'aujourd'hui. Ou d'hier, enfin qui est très récent, qui provient de la RTS, donc la radio-télévision suisse. Alors, quand l'application Zoom envoie vos données à Facebook, alors là, ce qu'on peut voir dans cet article, c'est que d'abord, Zoom, c'est actuellement l'application la plus téléchargée sur les iPhones en Suisse, mais sûrement en France aussi. Deuxième information importante, tout n'est pas rose dans l'univers de Zoom. Rien n'arrête la conquête de Zoom malgré les vents contraires. L'année dernière, une faille de sécurité, donc l'année dernière c'était en 2018, il faut recontextualiser. Une faille de sécurité a été découverte. Elle permettait à un pirate d'espionner des personnes via leur webcam, donc ça c'est très grave. 4 millions d'ordinateurs étaient alors vulnérables. Voilà, donc ça c'est différent. Ça n'a rien à voir avec le RGPD, c'est une faille de sécurité. Voilà, donc ça, il faut pas tout mélanger, hein. Ça, c'était vraiment un problème de sécurité du logiciel. Donc là, normalement, ça s'est réglé. Alors, n'ayez pas peur, hein. Normalement, il y a plus ce problème. Alors, pendant cette pandémie, donc la pandémie qu'on est en train de vivre aujourd'hui, puisqu'on est le 30 mars 2020, pendant cette pandémie, les premiers signaux d'alerte sont venus d'Angleterre. Le Premier ministre Boris Johnson utilisait Zoom pour organiser des réunions de cabinet. Il s'est fait remettre à l'ordre par le ministère de la Défense. La cybersécurité n'est pas garantie pour des informations confidentielles. Donc vous voyez, là c'est une bonne indication au niveau de la sécurité des informations pour la défense. Alors voilà, effectivement, la défense anglaise a des critères qui sont supérieurs aux nôtres, mais c'est quand même intéressant de voir que, voilà, il a été mentionné ce problème déjà l'année dernière. Alors, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça, c'est l'ombre de Facebook, c'est un petit peu ce dont on a parlé récemment dans les jours qui viennent de s'écouler. Et finalement, le média Vice a découvert cette semaine que l'application Apple de Zoom envoie des données à Facebook, même si vous n'avez pas de compte Facebook, et sans votre accord. Comment les développeurs ont simplement utilisé des programmes fournis directement par Facebook. Voilà, donc ça c'était la grosse polémique de ces derniers jours, c'était que nos datas étaient envoyées à Facebook via l'application Zoom. Alors, lorsque vous ouvrez l'application, Zoom envoie automatiquement, alors le présent n'est plus juste, je vais vous expliquer pourquoi. Zoom envoie automatiquement à Facebook des informations comme votre appareil, votre ville, votre fournisseur de téléphonie ou encore un identifiant servant à cibler votre publicité. Voilà, donc ça c'est intéressant parce qu'on a entendu un peu tout et n'importe quoi sur Zoom ces derniers temps. Certains disaient qu'ils ne pouvaient pas utiliser leur caméra parce que toute la vidéoconférence était stockée sur le serveur de Zoom. Alors ça, je vais vous montrer que non, ce n'est pas le cas. Et en fait, les datas qui étaient récoltées, c'était vraiment celles-ci. Donc, votre appareil, votre ville, votre fournisseur de téléphonie et un identifiant. Donc voilà.
minimisons un petit peu le scandale, même si scandale, il y a, et il faut en être conscient, c'est toujours très important. Alors, Zoom a annoncé, donc ça, Zoom a annoncé que la dernière mise à jour, donc celle d'hier, d'aujourd'hui, d'hier, Zoom a annoncé que la dernière mise à jour règle le problème et incite donc les utilisateurs à effectuer la mise à jour. Donc ça, c'est la réponse officielle de Zoom. Ce problème n'existe plus. On y croit, on n'y croit pas, ça, c'est en fonction de votre personnalité, de vos croyances. Alors oui, justement, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. Alors, bien sûr, pour finir l'article, y a-t-il des solutions alternatives qui respectent la vie privée, Jitsi, Whereby? Alors, je vous parlerai pas de Whereby parce qu'il est payant et puis nous, on cherche quand même des solutions économiques. Par contre, Jitsi, effectivement, on va en parler aujourd'hui puisque c'est vraiment le concurrent direct dans le sens où il offre à peu près les mêmes services que Zoom et il est gratuit et illimité. Donc, super. Vraiment toutes les qualités. Et au niveau de la RGPD, du RGPD, c'est un petit peu mieux. On va voir ça tout à l'heure, hein. Mais avec des nuances, hein, voilà. Donc, continuons notre analyse. Donc ça, c'était la polémique de Zoom. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va sur le site de Zoom, bien sûr. Et on va voir ce que dit Zoom, concrètement. Donc là, on est en mars, on est le 29 mars 2020. Donc aujourd'hui, on est le 30. Donc ça, Zoom a réagi très très rapidement et a posté ça hier. C'est en anglais, évidemment. Donc je vais vous faire une petite traduction si vous ne comprenez pas l'anglais. Alors, privacy, alors la vie privée est est un sujet extrêmement important. Nous voulons que vous sachiez que chez Zoom, nous prenons ceci très au sérieux. Donc voilà, très beau discours. Alors, nous ne vendons pas vos données personnelles. Voilà, ça c'est le premier point, le point numéro 1. Nous ne vendons pas vos données personnelles. Alors, que vous soyez un business ou une school ou une école, ou, ça se mélange dans ma tête, ou un privé, nous ne vendons pas vos données personnelles. Donc voilà, c'était vraiment pour mettre fin à cette polémique. Là, ils sont vraiment pas contents chez Zoom, mais alors vraiment pas contents du tout, du tout, du tout. Ensuite, ils disent nos meetings, donc nos vidéoconférences sont les vôtres. We do not monitor them. Nous ne les gérons pas, nous ne les monitorons pas. Bon, c'est pas le terme exact, mais vous comprenez. Et surtout, nous ne les gardons pas. Donc, nous ne gardons pas vos vidéoconférences sur notre serveur après votre réunion. Après que votre réunion ne soit terminée, sauf si on nous demande de les enregistrer et de les garder sur notre serveur. Ouais, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ce qui se passe, eh bien, c'est que, effectivement, je suis allée regarder, puis je vais vous montrer. En fait, quand vous créez votre compte sur Zoom, vous avez le choix soit d'enregistrer les réunions sur votre ordinateur. Donc, quand vous mettez enregistrer, vous allez ensuite dans le dossier document de votre ordinateur, ensuite Zoom, et là vous allez trouver toutes vos vidéos, vos chats, etc. Et vous pouvez aussi décider de stocker vos réunions sur le cloud de Zoom. Mais ça, c'est une demande que vous faites, et par défaut, cette demande n'est pas. Et en plus de ça, quand vous avez un compte gratuit, donc un compte gratuit, c'est un compte de base qui vous permet de faire une réunion en face à face avec une personne ou 40 minutes avec plusieurs personnes. Eh bien là, vous ne pouvez pas avoir accès au cloud de Zoom qui est payant. Donc ça veut dire que si vous avez la version gratuite, vos réunions ne sont pas stockées sur le cloud de Zoom, elles sont stockées seulement sur votre ordinateur. Donc voilà, donc on a répondu à cette question. Je voulais vous montrer justement ici, quand je me suis moi connectée sur mon compte Zoom, effectivement, pour aller voir,
Alors là, dans les enregistrements locaux, effectivement, j'ai la liste de mes enregistrements. Mais je n'y ai pas accès ici, là. Alors là, c'est sur le site web de Zoom, hein, quand je rentre mon compte sur le site web, donc en ligne. Et on voit bah, les différentes réunions que j'ai enregistrées. Effectivement, vous avez le chemin d'accès qui est derrière moi, le chemin d'accès sur mon ordinateur. J'ai absolument pas la possibilité d'y accéder via le site web. Et vous voyez ce qui est écrit ici. Les enregistrements locaux listés ci-dessous sont accessibles uniquement depuis l'ordinateur sur lequel ils ont été enregistrés. Donc pas depuis le cloud de Zoom. Et il y a donc du coup l'option enregistrement sur le cloud. Quand je clique dessus, il n'y a rien parce que qu'est-ce que l'enregistrement dans le nuage? L'enregistrement dans le nuage vous permet d'enregistrer une vidéo, etc., etc. Et en fait, l'information intéressante, c'est l'enregistrement dans le nuage est disponible aux abonnés. Donc pas à moi vu que je ne suis pas abonné. Voilà. Donc juste bah, faites attention si vous avez pris un abonnement, faites attention de bien décocher la case enregistrement sur le cloud. Voilà, alors maintenant on peut retourner sur le site de Zoom parce que je voulais vous montrer encore une dernière chose. Zoom ne collecte que les datas qui sont nécessaires pour le fonctionnement de Zoom. Donc ça veut dire les informations techniques et opérationnelles, l'IP de l'utilisateur, l'OS, Operating System, donc le système d'exploitation, et les détails du device, donc ça veut dire les détails de votre ordinateur, du matériel que vous utilisez. Voilà, bon, ça peut être embêtant, mais vous allez voir qu'en fait, ils font tous ça, à peu près tous ça. Voilà. Et on n'utilise jamais vos datas, vos données pour de la publicité. Voilà, donc voilà le message de Zoom du 29 mars. J'espère que vous êtes fait une opinion un petit peu plus précise de l'utilisation des données du logiciel de vidéoconférence Zoom. Maintenant, on va aller regarder chez Skype, d'accord? Parce que Skype, effectivement, est très utilisé aussi pour les cours et les vidéoconférences. Même s'il n'offre pas les mêmes outils, hein, il est quand même très utilisé. Alors voilà ce qui se passe chez Skype. Donc c'est aussi la grosse polémique. Alors là, ça date d'août 2019. Donc là, ça date de cet été. Mais c'est toujours d'actualité, à mon avis. Donc Skype, malgré la polémique, Microsoft va continuer à écouter vos conversations. Je n'ai pas trouvé de démenti ni de changement sur Internet, donc à mon avis, c'est toujours valable. Si vous avez d'autres informations, bien sûr, j'écoute avec plaisir vos infos. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, prise la main dans le sac, Microsoft ne change rien. Oui, alors, parce que là, on dit que Skype écoute vos conversations. Donc là, c'est assez grave. Et donc Microsoft ne change rien ou presque. Malgré la polémique sur les écoutes des conversations Skype, le géant américain annonce qu'il va poursuivre cette pratique. Mais désormais, vous êtes prévenus. Donc voilà, on continue, mais vous le savez. Donc si vous utilisez Skype, vous êtes au courant du problème. Alors, est-ce qu'on peut lire ça? Alors bon, moi je vous ai sélectionné les infos importantes. Rien ne change, mais vous êtes prévenus. Donc Microsoft décide de poursuivre son programme d'écoute. L'entreprise a simplement revu sa déclaration de confidentialité, celle que l'on signe tous sans lire, évidemment, tellement elle est longue et inintéressante. En fait, si, elle est intéressante, mais voilà. Et ajouter les mentions suivantes. Notre traitement de données personnelles à ces fins inclut à la fois des méthodes de traitement automatisées et manuelles. Nous examinons manuellement les extraits de code courts d'un petit échantillon de données vocales. Nous avons suivi des étapes pour les rendre anonymes afin d'améliorer nos services vocaux tels que la reconnaissance et traduction. Voilà, donc là, il nous explique plus précisément comment sont organisées ces écoutes et pourquoi. Vous êtes informés, vous en déduisez ce que vous en déduisez, moi je vous donne l'info. Et puis on termine, en dernier recours, les utilisateurs peuvent supprimer les enregistrements Skype dans le tableau de bord de confidentialité. En revanche, sortir du programme d'écoute reste un
possible, pas très RGPD, tout ça. Microsoft. Donc là, ça, j'ai trouvé cette info sur Phone Android. Voilà. Voilà, donc ça, c'est Skype, et donc Skype, c'est Microsoft. Et on me parle depuis quelque temps d'un autre logiciel qui s'appelle Teams et qui est dans la suite Office, Microsoft. Donc, pour cette raison, il est très utilisé, notamment par les entreprises, puisqu'il permet de travailler de façon organisée en équipe de travail. Donc, à la base, ça ciblait plus les entreprises, mais aujourd'hui, ils essayent de cibler aussi les écoles. Donc, ils vont faire de plus en plus de publicité au niveau des écoles. Alors, Teams, c'est aussi Microsoft. Donc, voilà, vous voyez comment Microsoft se comporte avec Skype. Pourquoi se comporterait-il différemment avec Teams, hein? Parce que c'est quand même la même équipe. Et d'autant plus que à terme, Skype Business, Skype Pro, le Skype pour entreprise, va être remplacé par Teams. Donc, Skype Business va disparaître. Donc du coup, je suis allée sur Wikipédia Microsoft Teams. Alors, je suis pas allée volontairement sur Wikipédia, mais c'est juste qu'au niveau des infos, il y avait quelques infos que je voulais vous montrer ici. Donc voilà, Skype et Teams font partie de la suite Microsoft Office. Donc comment l'un et l'autre vont se comporter à l'avenir, l'un par rapport à l'autre? Est-ce que les deux vont continuer? Parce que c'est vrai qu'ils sont c'est un petit peu redondant. Ils proposent un petit peu les mêmes services. Alors, voilà, là, alors je parle de Skype Entreprise, hein, qui ressemble beaucoup à Teams. Donc depuis le 13 juillet 2018, Microsoft Teams est disponible dans une version gratuite, limitée à 300 membres, donc c'est plutôt pas mal, dont certaines fonctionnalités comme la planification et l'enregistrement de réunions. Voilà, donc ça c'est ce qui nous intéresse pour nos cours. Donc, Skype Entreprise, donc si vous l'utilisez, est prévu pour être mis hors service le 31 juillet. Et les nouveaux utilisateurs d'Office 365 n'auront plus que le choix de Teams à partir du 1er septembre 2019. Ouais, donc c'est déjà le cas maintenant. Donc, le transfert de données devrait se faire en 2 temps. Transfert vers Skype Entreprise online, puis vers Teams. Bon, je vous passe les détails, mais c'est juste pour vous montrer que voilà, si vous entendez parler de Teams, hein, je vous ferai peut-être un tuto sur ça si vous voulez, sur Teams, comment l'utiliser, à quoi sert-il, quelles sont ses fonctionnalités. Mais voilà, Skype et Teams, c'est la même team. Voilà, c'est la même équipe, c'est le même fonctionnement. Donc, on a vu la polémique avec Skype. Alors, au niveau de Teams, il n'y a pas encore de polémique, mais voilà. Alors, je suis allée voir, je suis allée chercher un petit peu pour voir s'il y avait des informations intéressantes sur Teams. Alors, pratique de collecte de données, Skype Entreprise et Microsoft Teams. Alors, ça date du 10 mars 2020. Alors là, on voit qu'en ce moment, ils écrivent des articles pour essayer de protéger leur image. Donc là, c'est plutôt dans le mode d'emploi. Qu'est-ce qu'il y avait d'intéressant? Il y avait d'intéressant que, en fait, il n'y avait rien d'intéressant. Ça veut dire que j'ai absolument rien trouvé sur l'utilisation des données personnelles. En fait, là, il me parle des données de recensement, des données d'utilisation et des données de rapport d'erreur qui font partie des données personnelles, mais ce ne sont pas les informations qui nous intéressent, nous. Nous, on veut savoir si nos vidéos sont gardées, utilisées, enregistrées sur le cloud, etc., etc. Donc voilà, donc là je vais vous laisser le lien. Si vous voulez voir un petit peu les différentes datas qui sont utilisées par Teams. À mon avis, c'est pas complet. Donc, données de rapport d'erreur, évidemment. Donc, alors, si vous trouvez plus d'informations sur la collecte de données de Teams, eh bien, vous pouvez bien sûr me communiquer le lien ou le mettre en bas pour qu'on puisse y avoir accès. Donc, Teams, Skype, attention. Voilà. Si vous faites partie des personnes qui faites très attention au RGPD, à la collecte de données, hein. Bien sûr, il y a des gens à qui ça ne pose pas tellement de problème. Donc, ça dépend vraiment de votre personnalité. Bon, par contre, j'ai trouvé quelque chose sur Microsoft Office 365 qui n'est pas tout à fait Teams, mais bon, c'est la même équipe. Les logiciels Microsoft sont dans le viseur des autorités allemandes. Donc ça date du 17 juillet 2019 et de Labo Fnac.
Donc, la région de SE a jugé illégale l'utilisation d'Office 365 dans ses écoles, évoquant des problèmes de confidentialité. D'accord? Donc, le cloud américain inquiète l'Allemagne. Inquiète l'Allemagne. Les données de télémétrie collectées à partir de Windows 10 inquiètent également l'autorité. L'utilisation du système d'exploitation Windows 10 transmet à Microsoft une multitude de données de télémétrie dont le contenu n'a pas été clarifié de manière concluante malgré les demandes répétées à Microsoft. Ces données sont également transmises lorsqu'Office 365 est utilisé. Donc voilà, donc effectivement, moi j'ai fait des recherches sur Microsoft, la façon dont ils utilisaient les datas avec Teams, j'ai pas trouvé grand-chose. Donc effectivement, ils communiquent pas beaucoup sur le sujet, hein. Vraiment pas beaucoup. Bon voilà, donc on a fini avec cette équipe. Maintenant, je vais vous présenter un logiciel qui est censé être beaucoup plus respectueux du RGPD. Il est également gratuit, fonctionnalité illimitée en temps et en nombre de participants, outils, fonctionnalité presque équivalente à Zoom, sauf qu'il n'y a pas de tableau blanc, mais autrement tout le reste est là. Donc, application mobile, donc vraiment l'idéal. Alors l'idéal, oui, mais je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'il en découle. Alors, ce logiciel, vous en avez entendu parler, j'imagine, Jitsi, la solution libre de webconférence où règne confidentialité et simplicité. Oui, c'est confidentiel, oui, c'est simple, oui, c'est un open source. Donc à la base, Jitsi, c'est un logiciel open source qui est créé, entretenu par une communauté, il est libre de droit et gratuit. On voit ici que parmi les solutions de webconférence, on trouve Jitsi, un projet 100% libre basé sur la technologie WebRTC et développé initialement au sein des laboratoires de l'Université de Strasbourg par monsieur Émile Ivov. Voilà, donc c'est un logiciel qui vient de Strasbourg à la base. Une technologie WebRTC donc qui permet des échanges vidéo et audio rapides. Voilà. Donc vraiment, donc l'idéal. Le truc, c'est que Jitsi a été racheté par une entreprise américaine qui s'appelle 8x8, ou 8x8, moi je préfère dire 8x8. Voilà. Alors cette entreprise américaine, 8x8, avait également, c'est ça qui est intéressant, elle avait également ses solutions de webconférence, 8x8, avec également une application mobile et une application desktop, donc une application que vous pouvez mettre sur votre ordinateur comme Zoom, exactement. Ils ont racheté Jitsi qui apparemment avait plus de fonctionnalités et maintenant la question se pose, comment Jitsi utilise les datas? Enfin, moi, c'est la question que je me pose. Parce qu'effectivement, à la base, oui, grande confidentialité. Maintenant, quand ça appartient à une entreprise privée, comment ça va se passer? Alors, j'ai trouvé quelques petits articles, enfin un article intéressant. Donc ça, c'est un article qui a été écrit vraiment à l'époque où Jitsi a été racheté par 8x8 à fin 2018. Donc c'est assez récent quand même. Donc en fait, la question intéressante, c'est comment 8.8 va monétiser et Jitsi Meet. Donc Jitsi Meet, c'est l'application webconférence de Jitsi. Est-ce que 8.8 va le monétiser? Et s'il ne la monétise pas, est-ce qu'il va le tuer? Effectivement, est-ce que 8.8 a besoin de garder Jitsi? I don't know, je ne sais pas, je ne connais pas les réponses. Je suis sûre que 8.8 ne les connaît pas non plus. C'est un peu trop tôt pour le dire. Bon, là, on est en 2018, donc l'article, je vous donne la source quand même, parce que c'est important. C'est Blog Geek. Voilà. Donc voilà, donc effectivement, mémorisez donc que Jitsi, en théorie, effectivement, respecte le RGPD, est gratuit. Maintenant, est-ce qu'il sera gratuit longtemps? Ça, on n'en est pas du tout sûr. Est-ce qu'il ne va pas disparaître au profit de l'application 8.8?
qui utilisent maintenant toutes les fonctionnalités de Jitsi. Donc pourquoi garder deux applications similaires au sein de la même entreprise? Bon, il y a peut-être des raisons, peut-être que c'est bien de garder un logiciel open source. Je ne sais pas, je ne travaille pas chez eux. Voilà, donc ça, c'est les questions qu'on peut se poser. Donc c'est un petit peu obscur derrière tout ça. On ne peut pas être certain. Alors si vous vous y connaissez, si vous connaissez vous y connaissez là-dedans, bah, vous pouvez nous donner plus d'informations si vous êtes informaticien ou si vous connaissez un petit peu l'histoire de Jitsi et 8.8. Bon, alors on continue. Voilà. Donc là, on est sur 8.8. Politique de confidentialité internationale de 8.8, évidemment, je suis allée chercher. Alors pour Jitsi, il n'y avait rien du tout, hein, à part ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il n'y avait rien, c'est justement ça le truc. Alors 8.8, donc c'est l'entreprise qui a racheté Jitsi. S'engage à respecter la vie privée de ses clients actuels et potentiels. En outre, 8.8 s'engage à se conformer au cadre du bouclier de protection des données Privacy Shield entre l'Union européenne et les États-Unis, ainsi qu'entre la Suisse et les États-Unis. Voilà. Donc, ils s'engagent à respecter ça. En dessous, ils nous mettent des documents. Donc, les documents avec les politiques de confidentialité de 8.8 relatifs au bouclier de protection des données. Voilà. Intéressant. On va aller jeter un coup d'œil rapidement. Donc là, voilà, quand on regarde ça, on voit que c'est un petit peu du langage pour se conformer vraiment à la législation européenne, hein. Ils ont repris les termes, rien de très précis, c'est assez vague. Donc le client de 8.8 décide quelles sont les données qu'il va communiquer à 8.8 ou quelles sont les données que 8.8 pourra communiquer et garder. Très vague. Ensuite, l'objectif, alors là, ça suit vraiment les articles du RGPD. 8.8 may use personal data for providing, donc ça, c'est les objectifs. Donc là, parce que dans le RGPD, en fait, on vous dit que si on utilise vos data, vos données, on doit vous dire pourquoi on les utilise. Sauf qu'on vous le dit dans les tout petits caractères que vous ne lisez pas, donc c'est un peu comme si on ne vous l'avait pas dit. Donc là, on vous le dit ici, eh bien, les data peuvent être utilisées pour providing, managing, developing, enhancing or improving our services. Donc, améliorer, manager nos services. Hyper vague, hyper vague. On peut tout mettre là-dedans. Enfin, c'est mon avis et je suis pas légiste, hein. Je n'y connais rien en droit, c'est juste de l'analyse linguistique, hein, parce que je suis prof de français. Donc 8.8 may also use personal data for other purposes for which the customer or other data controller has obtained the relevant EU individuals. Donc ça veut dire qu'il peut utiliser vos data pour d'autres, alors déjà que ça c'était vague, et là il peut les utiliser pour d'autres objectifs si ça rentre dans les autorisations de l'Union européenne. Voilà, pas plus d'infos, hein, pas plus d'infos évidemment. Le third parties, donc les autres entités qui peuvent recevoir vos data. Donc là, ça c'est intéressant. Ça peut être aux affiliés et à un nombre limité d'autres entités, third party business, donc d'autres business partenaires, des providers de services, des vendeurs, et d'autres personnes qui ont un contrat avec 8.8. Donc c'est vraiment, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Ça fait vraiment beaucoup. For the purpose of assisting us or providing, managing, developing, enhancing and improving our services. Donc toutes les personnes qui travaillent avec nous et toutes les entreprises qui travaillent avec nous pour améliorer nos services auront accès à vos data. En gros, moi, c'est ce que j'ai compris. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon interprétation? Mais moi, c'est ce que je comprends. Alors, voilà. Ensuite, si on va un petit peu plus loin, vous avez l'autre. Donc, l'autre... Alors, je vais aller plus vite parce que là, voilà. Par exemple, les datas, ça peut être le numéro de téléphone que vous utilisez, parce qu'on peut utiliser un numéro de téléphone. Les informations de setup, donc de paramétrage, les services de configuration et setting,
les appels enregistrés, les messages, les meetings, les voicemails, donc les messages vocaux, les fax entrants et sortants, user saved or stored content shared among users, donc le contenu que vous partagez entre utilisateurs, les emails et les textes de communication, and les informations du call center que vous leur avez donné. Alors ici, on peut voir que, for instance, these third parties, donc ça veut dire les entreprises partenaires à qui on a filé vos datas, eh ben, elles sont d'accord pour garder vos informations confidentielles et de ne pas les utiliser sans notre autorisation. Bon, voilà. Pour nous rassurer, ils mettent ça. Et puis, alors ça, je l'ai retrouvé régulièrement, c'est nous réservons le droit de transférer vos informations si jamais nous vendons notre société ou nous la réorganisons ou la transférons. Voilà. Including under bankrupt proceeding, donc même en cas de banqueroute. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le traitement qu'on fait de vos informations sur 8.8. Alors, ils ont quand même le mérite de nous fournir des documentations précises, enfin un peu plus précises que ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, donc là, on a fait le tour. Et puis pour finir, eh ben, on va bien sûr parler des classes virtuelles du CNED, hein, puisque j'ai reçu des messages concernant ces classes virtuelles, évidemment. Alors, les classes virtuelles du CNED, effectivement, sont fournies par Blackboard Collaborate, qui est une autre entreprise que je vais vous présenter. Et alors au niveau du RGPD, c'est vraiment pas mal. La chose qu'il faut savoir, c'est que ces classes-là sont réservées aux membres de l'éducation nationale française, d'après ce que j'ai compris. Donc, moi, je n'en fais pas partie. Peut-être que vous non plus, vous ne faites pas partie. Une partie des gens qui vont regarder ce tuto, enfin cette vidéo, ne font pas partie de l'éducation nationale. Donc, il faut bien trouver d'autres solutions pour les gens qui ne font pas partie de l'éducation nationale. Et puis, en plus, il ne s'agit pas de faire exploser le serveur du CNED, hein, qui est déjà en surchauffe. On va pas, en plus, nous qui ne sommes pas de l'éducation nationale, venir faire cracher le serveur, d'accord? Donc, nous, on doit trouver autre chose. Mais pour les personnes qui sont dans l'éducation nationale et qui utilisent Blackboard Collaborate, les classes virtuelles du CNED, alors j'ai fait des recherches, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors là, on est sur la déclaration de confidentialité de Blackboard. Alors oui, moi je me disais, bon ben Blackboard, pourquoi serait-il différent? Moi, c'est quand même assez différent. Regardez, les informations. Alors voilà, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est la façon dont nous utilisons vos informations dépend de la relation que vous entretenez avec nous. Voilà, donc là, quand vous allez là, vous voyez qu'on a soit utilisateur des sites web, soit utilisateur final d'une organisation qui utilise nos produits. Donc vous êtes dans ce cas-là, vous utilisez classe du CNED qui utilise les produits de Blackboard. Donc, votre organisation décide de la façon dont vos informations personnelles sont utilisées. Nous fournissons la plupart de nos produits et services aux utilisateurs finaux d'une organisation. Nous agissons alors en qualité de sous-traitants pour le compte de nos clients, donc par exemple des écoles, des districts scolaires, des universités, des sociétés, le CNED par exemple. Et dans ce cas, le principal responsable de la confidentialité des données est votre organisation. En sa qualité de responsable du traitement, l'utilisation de vos informations personnelles est alors régie par la déclaration de confidentialité de votre organisation et non pas la nôtre. Voilà. Donc, consultez la déclaration de confidentialité de votre organisation. Voilà, donc ça, bonne nouvelle, parce que du coup, ça signifie que c'est la déclaration de confidentialité du CNED. Alors je dis bonne nouvelle, je n'en sais rien, moi je ne connais pas le CNED, je n'y travaille pas, et j'avoue que je n'ai pas cherché quelle était la déclaration de confidentialité du CNED, ce sera vos devoirs. Si quelqu'un peut trouver ça, peut trouver l'information, voilà, les devoirs pour la semaine prochaine, trouver les infos sur la déclaration de confidentialité du CNED. Voilà, mais j'imagine quand même qu'on peut leur faire confiance, hein, voilà. Enfin, je pars de ce principe.
Voilà! Ouf! C'était long, on a fait le tour. On n'a pas fait le tour, je vous ai pas présenté tous les logiciels de vidéoconférence, hein, mais je vous ai parlé de ceux dont on parle beaucoup en ce moment. Voilà, si on veut faire un petit résumé de la situation avec les différents logiciels de vidéoconférence, alors d'abord on a Zoom. Alors Zoom apparemment a plus ou moins réglé les problèmes de confidentialité, justement grâce au fait que les médias se sont intéressés au problème. Donc voilà pour Zoom. Lui, faites-vous confiance ou pas, ça c'est à vous de décider. Ensuite, on a Skype et Teams qui appartiennent à Microsoft. Alors là, faites-vous confiance à Microsoft ou pas. Voilà, c'est à vous de décider. Ensuite, on a Jitsi et 8.8. Alors Jitsi qui offre apparemment le plus de qualité au niveau du respect du RGPD, mais on n'en est pas certain, mais c'est apparemment celui qui est le plus sécure à ce niveau-là, mais qui appartient à l'entreprise 8.8. Voilà. Alors 8.8, je vous ai présenté un petit peu le logiciel, très très intéressant. Au niveau des fonctionnalités qu'il offre, au niveau de la gratuité, ça c'est vraiment très très bien. Au niveau du RGPD, eh ben voilà, vous faites votre opinion par rapport à ce que je vous ai montré. Et enfin, Blackboard Collaborate, qui est plutôt pas mal, mais pas accessible aux formateurs qui ne sont pas de l'éducation nationale française. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des tutos sur tous ces logiciels, donc n'hésitez pas à les consulter sur ma chaîne. Et puis si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et puis abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez savoir quand je sors un nouveau tutoriel ou une nouvelle vidéo. Et puis je vais aussi faire des interviews de formateurs pour un peu récolter votre expérience et savoir comment vous vous en sortez avec tous ces logiciels, parce que c'est important de savoir comment les autres s'en sortent et puis de partager nos expériences et nos idées. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans un autre tuto. Ciao ciao!